L'histoire de Shabbat de la semaine se situe en Lituanie pendant la guerre mondiale. Yaakov Potash est un étudiant assidu en Torah. Ça fait quelques années qu'il étudie à Vilna, la Jérusalem de Lituanie, comme on l'appelait avant l'invasion de la Lituanie par l'Allemagne nazie. Yaakov a quitté la Pologne quelques années plus tôt à l'âge de 13 ans et il étudie désormais dans une institution d'études de la Torah, la Yeshiva de Stolin à Vilna. Pendant ce temps, l'Allemagne a conquis la majeure partie de la Pologne et déclenche par surprise le 22 juin 1941 l'invasion de l'URSS connue sous le nom d'opération Barbarossa. La Lituanie est envahie dès le premier jour de l'attaque. Les troupes nazies entrent 2 jours plus tard dans Vilnius sans tirer un seul coup de feu. C'est la panique pour la communauté juive lituanienne. De son côté, Yaakov n'est pas un citoyen lituanien et il est contraint de prendre la fuite par un transport clandestin qui le conduit vers une destination lointaine au sud de l'Union soviétique. Loin de ses amis de la yeshiva, Yaakov se retrouve dans un kolkhoz, une exploitation agricole située en Ouzbékistan, peuplée par des musulmans, les Tadjiks. Cette localité est entourée de falaises et sans aucune route d'accès. Les hommes et les animaux doivent passer par des cols de montagne étroits et dangereux. Des petits avions de 2 places sont souvent utilisés pour transporter des provisions et des hommes. Les Tadjiks accueillent chaleureusement Yaakov, ils le nomment Yacoub et le mettent immédiatement au travail. Il doit conduire un tracteur dans les champs. Son rôle est d'aplanir le terrain en vue d'y cultiver du coton et du tabac. Rapidement, Yaakov devient aussi habile avec le tracteur qu'avec l'étude du Talmud. Il devient l'interlocuteur incontournable si un appareil se casse ou s'enlise dans les champs. Et comme la nourriture est sa seule rémunération, il commence à accepter des petits boulots à côté en travaillant avec son tracteur la nuit, pour gagner de l'argent cette fois. Assis sur son tracteur et seul dans la nuit, Yaakov se met à chanter et se remémore son passé. Il chantonne des passages de la Mishnah et de la Gemara qu'il connaît par cœur et qu'il n'a pas oublié depuis la yeshiva. On n'entend aucun bruit à l'exception de celui du tracteur et des chants de Yaakov qui se remémore son foyer juif rempli de chaleur. Il languit sa mère qui avait l'usage de commencer ses préparatifs du Shabbat tôt dans la semaine. N'ayant pas beaucoup d'argent, elle se demandait comment elle se pourrait préparer un kishke. C'est le nom d'un plat de boyaux de bœuf ou de volaille farci pour Shabbat. Il pense ensuite à ces beaux jours lorsqu'il étudie à la yeshiva plongé dans l'étude de la Torah. Et alors que les mélodies de Yaakov s'élèvent au-delà des plants de tabac, les Tadjiks écoutent et se demandent « Mais qui est cet homme étrange qui chante des mélodies étranges dans une langue étrange ?» Apprécié des Tadjiks, Yaakov choisit pourtant de vivre en solitaire dans les champs. Il allume des feux pour se protéger des loups. Il peut ainsi respecter les mitzvot, les commandements de la Torah, et éviter de trop faire ami et se rapprocher des Tadjiks en adoptant leur mode de vie contraire à ces pratiques. Au fil du temps, l'admiration pour les talents de Yaakov s'accroît. Un jour, le jeune homme est assis dans la maison de thé lorsque le chef du village s'approche de lui. Il lui annonce avec beaucoup de fierté « Ma fille est jeune et belle. Prends-la pour épouse. Lorsque tu l'épouseras, je te donnerai de nombreuses bêtes et des vêtements en cadeau. » Yaakov se lève brusquement et répond très calmement, très clairement, sans aucune peur. « Je suis juif, je suis différent de vous et ma culture l'est également. Je ne peux pas accepter. » Le chef se sent insulté et il répond à Yaakov que son refus est inacceptable. Il lui annonce que le mariage aura bien lieu la nuit suivante. Il ajoute que s'il ne vient pas de son plein gré, il sera conduit de force. Cela plonge Yaakov dans une grande angoisse, mais elle est que passagère. Il sait en son fort intérieur que Dieu lui viendra en aide d'une manière ou d'une autre. À la tombée de la nuit suivante, Yaakov travaille dans les champs comme si de rien n'était. Et soudain, il entend une musique qui perce le silence habituel de la nuit. Le bruit des cymbales et des tambours se fait de plus en plus fort. Les Tadjiks viennent le chercher pour se marier. Pendant quelques instants, le temps semble se figer. Yaakov est saisi d'effroi. Comment échapper à ce piège ? Il sait qu'il sera drogué de force afin de donner son consentement à ce mariage. D'un autre côté, son mauvais penchant lui murmure « Qui sait si ma famille est encore en vie ? J'ai pratiquement pas d'argent. Épouser cette fille tadjik m'assurerait une vie confortable et la chaleur d'un foyer. » La musique et les chants se rapprochent. À la tête de cette procession se trouve le chef tadjik et à ses côtés sa fille, vêtue d'une robe de mariée, ses cheveux recouverts d'une couronne de diamants et son visage dissimulé par un voile. Yaakov, l'ancien étudiant de la yeshiva de Stolin à Vilna, dans ce lieu qui, encore
il y a peu était le poumon du judaïsme mondial, allait-il s'assimiler et devenir tadjik? Au milieu de la fanfare et des chants, de belles pensées arrivent à l'esprit de Yaakov. Il pense aux sages de la Gemara, Abaye a dit, Omer Rav Papa. Les paroles de la mélodie de la Gemara du Talmud l'interpellent comme un signal d'alerte. Yaakov a le sentiment d'avoir Hachem à ses côtés. Et là, brusquement, il s'enfuit en emportant le peu d'argent qu'il a épargné. Il prend la direction des falaises dangereuses. De manière héroïque, Yaakov risque sa vie en pleine nuit à descendre des pentes raides et à escalader les bords saillants des falaises, plutôt que de rester et sacrifier son judaïsme. Pendant ces longues journées de travail dans les champs, Yaakov est devenu grand, beaucoup plus fort, très musclé. Avec une prière et l'aide d'Hachem, il réussit à s'échapper. Il erre et marche jusqu'à une gare ferroviaire. Il découvre un train qui passe en direction de la grande et célèbre ville de Samarcande en Ouzbékistan. Il sait qu'il y a dans cette ville une petite communauté juive qui avait échappé aux nazis. Une échelle est fixée à l'arrière du train lorsque le train quitte la station et prend de la vitesse. Yaakov grimpe rapidement sur l'échelle. Pendant 72 heures, il voyage avec son corps coincé entre les échelons. De cette façon, il est sûr qu'à chaque fois qu'il s'endort, il tombe pas du train. Mais sa tête se cogne contre l'échelle dès qu'il s'assoupit. Au bout d'une journée, son visage est déjà déformé par les coups répétés de l'échelle contre sa tête. Et enfin, le train arrive à la frontière régionale. 3 gardes sont présents pour un contrôle d'identité. Yaakov n'a aucun papier sur lui. Les gardes s'apprêtent à le mettre en prison, mais en voyant sa masse musculaire, ils ont une autre idée. En échange du passage de la frontière, ils lui demandent de porter à leur place 3 immenses sacs très lourds. Après s'être accroché à un train pendant 3 jours sans manger et en dormant dans des conditions atroces, Yaakov fait ce que les gardiens eux-mêmes n'ont ni la force ni le courage de faire. Il est à bout de force, mais sa foi lui permet de surmonter cette nouvelle épreuve d'une grande difficulté. Les gardes lui laissent enfin passer la frontière et Yaakov arrive à Samarcande. Avant de penser à se restaurer ou à se reposer, Yaakov se rend à la synagogue. À son arrivée, la petite communauté juive ne croit pas qu'il est juif. Ses vêtements sont déchirés suite au voyage en train, son visage et son corps couverts de suie, ses mains de graisse, de crasse du fait des années de bricolage avec son tracteur, sa peau est noircie en raison de son exposition permanente au soleil, et sur sa tête se trouve un mouchoir crocheté qui lui fait office de kippa. Les Juifs de Samarcande le prennent pour un espion russe. Yaakov se met alors à pleurer et à prendre en main une Gemara. Il l'embrasse et se met à étudier, chantant les sougiotes, les sujets abordés dans le Talmud, comme un juif lituanien de Vilna. Les Juifs de Samarcande se rendent compte qu'il est vraiment l'un des leurs. Ils l'adoptent et l'intègrent à leur communauté. Yaakov est revenu à la maison. En 1947, après la guerre, Yaakov se marie et vit à Paris. Lors de son mariage, Yom Tov Echlich, l'illustre chanteur et compositeur, chante ce récit que je viens de vous raconter là maintenant, qu'il a composé avec Yaakov. Et puis Yaakov et son épouse émigrent en Amérique. Par le mérite de son courage et de sa foi en Hachem, il mérite d'élever une famille qui partage son amour de la Torah. Yaakov Potash, c'est son nom de famille, décède en 1979, laissant derrière lui une illustre famille. 9 de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants portent son nom. Sa mémoire se perpétue dans sa famille à travers la belle chanson Yaakov, disponible en yiddish et en hébreu, vous la trouverez tout seul. On se souvient de la façon dont Yosef Hatzadik avait fui dans la Torah devant la femme de Potiphar pour préserver intacte sa vertu. Dans notre histoire, Yaakov Potash a suivi son exemple alors qu'il était seul, démuni et en fuite devant les affres de la Shoah. C'est la Torah qu'il avait étudiée petit qu'il a préservée d'une assimilation dans les montagnes d'Ouzbékistan, et c'est grâce à la Torah divine qu'il a mérité une descendance juive authentique. Shabbat Shalom.